love arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler d'un cinéaste français très important, et ce, dans l'histoire du cinéma français, mais aussi dans l'histoire du cinéma tout court, dans l'histoire de la critique de cinéma aussi. Et ce qui est très drôle, c'est que sur Microciné, chaque année, entre juillet et le mois d'août, je consacre une rétrospective à un cinéaste important. Et l'année dernière, par exemple, c'était Godard. Cette année, ça a été En Song-soo. Et pour l'année prochaine, finalement, il y aura deux cinéastes. L'un est Pier Paolo Pasolini et l'autre, c'est François Truffaut. Merci. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on va parler bien avant, en amont, de François Truffaut, mais par le prisme d'un aspect qui est rarement questionné. Et finalement, c'est surprenant parce que quand on lit le livre, parce qu'il y a un livre qui nous réunit aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était une évidence. Donc le livre, c'est François Truffaut, La passion des seconds rôles. Le voici. Voilà, édité chez nos amis des éditions de Leitmotiv, que je d'ailleurs salue Jean-François Jeunet pour l'aide apportée à la conception de cette émission, sans portrait d'acteurs et d'actrices, et le tout pensé, enquêté, questionné, écrit par Armand Hénon, qui en plus de cela a une page, un site dédié sur Facebook qui s'appelle Les Amis de François Truffaut. Et voilà, donc je crois avoir tout dit, à savoir que d'ailleurs dans le descriptif, vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur le livre. Et voilà, donc Armand est là pour nous en parler. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Surtout de discuter de François Truffaut avec vous, ça me fait grand plaisir. Je vous remercie, quand j'ai annoncé que l'année prochaine, sur Twitter par exemple, on consacrerait un mois entier à l'œuvre de François Truffaut, j'ai eu des réactions très surprenantes de la part de cinéphiles, d'accord? Cinéphiles qui me disaient, oui, quand même, Truffaut, c'est un peu daté. Et ça m'a beaucoup surpris. Et je me suis dit, tiens, peut-être que je suis plus à la page. Je ne sais, je pensais que pour moi, Truffaut était encore une évidence. Bon, souvent, là, on le compare bêtement à Jean-Luc Godard. Mais là, je me dis, mais ça veut dire qu'en fait, c'est un cinéaste qu'il va falloir maintenant de plus en plus protéger dans le sens où il va falloir constamment se battre pour ce cinéaste. Je ne pensais pas qu'il était aussi mis de côté. Est-ce que vous, dans votre entourage, ou alors peut-être, aujourd'hui, est-ce que vous entendez parfois, pas forcément besoin de la part de jeunes, hein, ça peut être aussi des personnes, soit de mon âge ou de votre âge, génération confondue, le rapport à Truffaut, est-ce qu'il est toujours aussi évident que ça? Déjà, François Truffaut a disparu il y a 40 ans cette année, hein, donc voilà, c'est déjà une période importante depuis sa disparition. Donc évidemment, depuis 1984, d'autres cinéastes ont émergé et François Truffaut fait partie du patrimoine du cinéma français et mondial. Cela dit, ces films, lorsqu'ils sont diffusés à la télévision, ou sur certaines plateformes d'ailleurs, puisqu'on peut les trouver aussi sur Netflix, ces films sont vus et ont beaucoup de succès, y compris par les nouvelles générations qui découvrent certains films, et même des films en noir et blanc, puisque dans la filmographie de Truffaut, il y a beaucoup de films en noir et blanc, tous les premiers films, et même le tout dernier d'ailleurs, Vivement Dimanche en 1983, est un film en noir et blanc. Donc parfois, le noir et blanc peut rebuter certaines personnes. Moi, je trouve ça très beau, d'autant plus qu'il s'est toujours adjoint d'excellents photographes. Enfin, il y avait Nostar Almendros, Raoul Coutard, qui ont fait des images superbes. Donc c'est un peu injuste. C'est peut-être l'idée de son succès qui a été très important. Ça peut paraître comme étouffant pour certaines personnes, mais je peux vous garantir que son cinéma est très moderne. Ah, ça, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je pense qu'on en reparlera l'année prochaine. Je crois que vous viendrez, je vous demanderai de Avec venir grand plaisir. Je réserve la date. D'un film de François Truffaut, mais ça, on y reviendra. Maintenant, moi, j'ai envie de savoir, parce que je suis très curieux et je ne pense pas avoir lu ça dans le livre, mais je fais juste
petite digression, encore que ce n'est pas une digression. Moi, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé la première fois avec François Truffaut. Vous concernant, c'est quel film, c'est à quelle occasion, vous Alors, aviez quel âge? Et est-ce que absolument. tout de suite, Oui. vous vous êtes dit, oh là là, il y a un truc là, il faut absolument qu'on continue Oui, dans un oui. bon bout Alors, de chemin. écoutez, moi, le premier film, bon, je ne suis pas tout jeune, mais le premier film que j'ai vu, je devais avoir 11 ans, 10, 11 ans, avec ma mère, c'était La Sirène du Mississippi, qui est vraiment pas, a priori, un film pour les enfants ou les ados. Et j'ai pas tout compris de ce film, mais j'ai trouvé que c'était un film très romanesque déjà. Et j'aimais beaucoup ce couple formé par Belmondo et Deneuve. Et donc ça, c'est le tout premier film que j'ai vu au cinéma. Ensuite, un an après, j'ai vu L'Enfant sauvage, qui là est un film qui touche beaucoup plus les enfants, puisque c'est un film sur un enfant qui vient qui a été abandonné et qu'on découvre dans la nature et qui est complètement dans un état sauvage et qu'on va éduquer. Et l'éducateur, c'est l'histoire d'une éducation, c'est basé sur une histoire vraie, bien évidemment. Et l'éducateur qui est joué par Truffaut a un rôle très important. Et j'étais beaucoup séduit par cette rencontre entre un homme et un enfant. Et en l'occurrence, c'était le réalisateur et l'enfant. Et puis, alors, le troisième film que j'ai vraiment vu après, et puis après, je les ai tous vus de son contemporain, c'était La Nuit américaine. Et là, La Nuit américaine, j'ai trouvé que c'était un film absolument fabuleux, jubilatoire, avec déjà, et vous voyez, je me rapproche de mon sujet sur les seconds rôles, et c'est ce foisonnement des personnages qui venaient de toutes parts, à la fois des techniciens, de Truffaut qui jouaient leur propre rôle de technicien, des acteurs qui émergeaient. La Nuit américaine, ça nous a fait découvrir à la fois Jean-François Thévenin, Nathalie Baye et Bernard Menez. Donc, c'est un révélateur de talent. Et là, à partir de La Nuit américaine, puis évidemment, il y avait Jacqueline Bisset et Jean-Pierre Léaud qui étaient fabuleux. La Nuit américaine, je me suis dit vraiment, j'aime ce réalisateur. Je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai côtoyé entre guillemets puisqu'il était devant moi dans un cinéma au Normandie là qui vient de disparaître sur les Champs-Élysées. Il était avec Fanny Ardant, il regardait le film Coup de foudre de Diane Curis. J'étais juste derrière, j'étais tétanisé parce que c'était déjà mon réalisateur préféré. J'ai pas osé aller lui parler, mais bon, ça a compté beaucoup dans mon admiration pour le cinéaste. Et puis 4 ans après sa disparition, donc en 88, j'ai créé en fait une association des amis de François Truffaut. Voilà. Ah bah oui, mais je suis bien persuadé qu'il y aurait plein de choses encore à dire. Quand on lit le livre, enfin quand on lit surtout les premières pages, et ensuite le reste du livre avec quelques portraits comme ça ici et là, on comprend que si pardonnez-moi de cette répétition, si on veut comprendre le rapport que François Truffaut entretient avec ce qu'on appelle les seconds rôles, il faut remonter quand il était encore critique de cinéma. Parce que c'est ce que vous dites en fait, qu'il y a certains articles qu'il a écrits et pour les cahiers et pour Art démontrent déjà c'est pas qu'une sympathie, c'est vraiment une grande défense, d'ailleurs, voire même dans une certaine tendance du cinéma français, un des articles fondateurs de la critique de cinéma, et ben déjà, il y a une grande défense de la part des seconds rôles. Oui, en fait, ça a été vraiment pour moi un peu une découverte quand j'ai relu parce que j'étais cinéphile, mais évidemment, il a fallu faire un travail de chercheur, aller dans les articles qu'il écrivait, toutes ces interviews qu'il a faites parce que c'était quelqu'un qui s'exprimait beaucoup sur ses films. Et effectivement, en tant que critique, dans les 2 revues que vous avez citées, Les Cahiers et Art, il prenait la défense des personnages dits secondaires. Et il était énervé, je dirais, puisque bon, c'est des articles souvent assez polémiques, il était énervé par le traitement qui était infligé à des personnages dits secondaires. Il dit qu'on les ridiculisait souvent dans les films, que les vedettes étaient prestigieuses. Il parle en particulier des années 50, que les vedettes étaient prestigieuses et qu'on se moquait un peu des seconds rôles, à qui on faisait dire des bêtises ou qui étaient parfois ridiculisés. Et lui, il dit, moi, je veux donner du prestige au second rôle, hein, et je veux aussi que des vedettes puissent dire des bêtises.
Et donc, il a repris après ses déclarations plus tard dans d'autres interviews dans les années 70. Il dit, moi, je suis pour une égalité de traitement des personnages. Alors, bien sûr, il y a des personnages qui vont être de premier rôle avec de nombreuses journées de tournage et une part essentielle dans le scénario. Mais en revanche, il met beaucoup de soin à la construction de personnages secondaires tout au long de sa carrière. Et ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui va le comment dirais-je, il y a presque une doctrine en fait de François Truffaut des personnages secondaires et qui va jusqu'au Dernier Métro, enfin un de ses derniers films sur lequel, alors là c'est le film choral avec un foisonnement de personnages et chaque personnage est vraiment très important dans le film et on ne peut pas le dissocier des deux personnages principaux qui sont par exemple, enfin ceux de Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que vous pourriez raconter ce que vous écrivez dès le début, l'anecdote de la remise des Césars, enfin au lendemain de la remise des Césars, le 31 janvier 81, pardon. Voilà, alors ça c'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire ce livre. Un jour, j'écoute sur France Inter, il y avait un atelier consacré à François Truffaut, il y avait toutes sortes d'invités, dont Serge Toubiana qui est mon préfacé. Voilà, je suis très, très heureux, je le remercie de cette préface, qui est l'ancien patron des Cahiers du cinéma et de la Cinémathèque. Et Andrea Ferréol, qui joue dans le Dernier Métro, raconte une anecdote. C'est que donc le Dernier Métro, c'est le record des Césars dans l'histoire des Césars, c'est 10 Césars. Il y avait 12 nominations, 10 Césars obtenus. Il y a 2 personnes qui n'ont pas eu le César. C'est Andrea Ferréol, pour le César du meilleur second rôle, qui jouait la costumière dans le film, et Heinz Behnent pour le meilleur second rôle masculin, qui joue le mari de Catherine Deneuve dans le Dernier Métro. Et donc Andrea raconte cette anecdote. Truffaut était très heureux. Enfin, il y a des vidéos qui montrent ce triomphe qui était presque pesant même pour lui de ces 10 Césars. Et donc, la semaine suivante, dans le journal professionnel Le Film Français, il achète une page de publicité qui est reproduite dans mon livre, où il remercie, alors il y a le nom des 10 Césars, Deneuve, Depardieu, Delerue pour la musique, et puis alors il met une photo en grand, il met une photo en grand de Andrea Ferréol et Heinz Behnent qui étaient les seconds. Et Andrea Ferréol a été extrêmement touchée par ce geste, elle ne s'y attendait absolument pas. Et ça montre à la fois l'élégance de Truffaut, ça c'est une chose, mais surtout son attachement à ses personnages et à ses acteurs de second rôle, dits de second rôle. Vous dites aussi que, hormis le fait que déjà quand il était critique de cinéma, il les défendait, mais il y a aussi une tradition un peu renoirienne. Absolument. Alors, autant les années 50, il a critiqué en particulier ces adaptations, vous savez, d'œuvres littéraires majeures comme Le Rouge et le Noir, avec les scénaristes bien connus Orange et Bost. Et il les a critiqués parce que justement, l'adaptation n'était pas parfaite. Alors, c'est très compliqué d'adapter un roman majeur comme Le Rouge et le Noir, mais il y a des personnages qui sont clés dans l'œuvre et qui n'apparaissent pas dans le film, ou très très peu. Et c'est le cas, il cite l'exemple de Monsieur de Rênal et de Mathilde de la Mole, qui sont des personnages importants du roman, qui sont très effacés, voire inexistants dans les adaptations cinématographiques. En revanche, effectivement, si on prend l'exemple de Jean Renoir, prenons un film comme La Règle du jeu. La Règle du jeu, c'est comme Le Dernier Métro, quoi. Il y a des personnages partout, ils s'entrecroisent, chacun a ses petits secrets, et ce sont des personnages très importants. Il n'y a pas les 2 personnages principaux et puis des autres qui sont là pour refaire de la figuration intelligente. Voilà, les personnages secondaires sont très importants. Et d'ailleurs, François Truffaut, dans ses films, par attachement à ses maîtres, va utiliser ces acteurs qu'il avait connus chez Jean Renoir. Je pense notamment à Paulette Dubost, qui joue la servante dans La Règle du jeu et qu'on retrouve comme habilleuse dans La Dernier Métro. Il y a des acteurs comme Jean Dasté qui jouent chez Renoir dans La Grande Illusion et dans Boudu sauvé des eaux, ou surtout d'ailleurs chez Jean Vigo, et qui va jouer à 3 reprises dans des films de Truffaut. Donc c'est vraiment une filiation, il y a une filiation cinématographique, une filiation sentimentale, et qu'on retrouve avec le choix des acteurs parfois dans des seconds rôles.
Il y a un rapport très fort avec l'idée de famille, hein. D'ailleurs, vous le dites, la famille du carrosse, Oui, qui est la oui, alors maison ça, c'est pas moi qui ai trouvé cette expression de famille du carrosse. Mmh. On le dit souvent, donc les films du carrosse, c'est une société de production qui a été créée par François Truffaut dès le début de sa carrière, hein, dès les 400 coups. Et François Truffaut aimait travailler avec les mêmes collaborateurs, les mêmes techniciens et parfois les mêmes acteurs. Et cette famille du carrosse, il l'utilisait, entre guillemets, aussi pour jouer dans ses propres films. Le directeur des films du carrosse, qui s'appelait Marcel Berber, eh bien Marcel Berber, c'est l'acteur qui est au top du hit parade des acteurs ayant joué dans les films de Truffaut, puisqu'il apparaît dans 11 films. Alors bien souvent, c'est des figurations, mais il joue tous les rôles, comme il avait un physique assez particulier, très classique, avec des petites lunettes, une cravate toujours, costume. Il joue plusieurs fois des médecins, un éditeur, un assureur, voilà. Donc il joue toutes sortes de rôles et ça amusait beaucoup François Truffaut parce que il était persuadé que Marcel Berber aurait dû être un acteur et donc c'est pour ça qu'il l'a fait jouer plus de 10 fois, 11 fois. Voilà. Quand on lit tous ces portraits d'acteurs et d'actrices, on est étonné de constater que chacune, il ou elle ont croisé Truffaut, il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose, et toutes témoignent qu'il y a un avant et un après. Comment vous pouvez expliquer ça, cette répercussion sur leur vie? C'est incroyable. Ça, vraiment, c'est incroyable. Et peut-être encore plus sur ces acteurs qui vont jouer dans des seconds rôles. Alors, certains sont des très grands acteurs. Hein. Ont joué des premiers rôles dans des films comme Michel Bouquet, par exemple, ou Delphine Seyrig, dont je parle aussi. La rencontre a été très importante. Le tournage a été très important. Et ils en gardent un souvenir vraiment sentimentalement très fort, très attachant. Évidemment, le cinéaste a disparu jeune et c'est très triste, mais il garde surtout un souvenir très, très émouvant du tournage et du rôle qui leur a été donné. Et ils ont aimé ces rôles, ils ont aimé les jouer, même s'ils n'ont eu que... quelqu'un comme Michel Bouquet, il dit, mais moi je préférais, il a fait 15 minutes dans La mariée était en noir et puis peut-être 15 minutes en 2-3 scènes dans La sirène du Mississippi. Il dit, mais moi j'ai préféré faire 15 minutes avec Truffaut que d'avoir un premier rôle avec un autre réalisateur. Et Daniel Mesguich, que j'ai rencontré, qui a fait très peu de cinéma et surtout énormément de théâtre, m'a dit exactement la même chose. Et moi je préférais faire un film avec Truffaut, faire 2 jours de tournage avec Truffaut que de faire un grand film avec un autre réalisateur célèbre. Donc ça c'est vraiment très étonnant. Et puis alors il y a les acteurs qui, on pourra peut-être en parler après, les enfants, parce que je me suis beaucoup attaché à retrouver des acteurs, des enfants acteurs, mais qui n'ont pas fait une carrière d'ailleurs, la plupart, en tant qu'acteurs. Et pour eux, ça a été quelque chose c'était quelque chose de merveilleux. C'était à la fois des vacances de tourner avec François Truffaut, et c'était un grand frère, un père. Enfin, c'était des relations très, très, très intimes, très proches en tout cas, avec le réalisateur. Et je suis même surpris que pour certains rôles qui ont duré très peu de temps, François, je me permets de l'appeler François, recevait en fait les acteurs pour s'entretenir avec eux de leur rôle et les rencontrer. Parce que parfois, des acteurs de second rôle, enfin, dans les grosses productions, enfin, ils n'ont même pas de contact avant le jour du tournage avec le réalisateur. Alors que François Truffaut, lui, il rencontrait les acteurs, il y avait des auditions, les acteurs de second rôle, il y avait des auditions. Par exemple, dans un film comme L'Argent de poche, il a fait beaucoup d'auditions d'enfants, énormément d'auditions. Et ils se souviennent parfaitement de ces auditions. La question peut-être la plus compliquée, c'est comment vous avez pensé l'architecture du livre? Alors, j'ai d'abord réfléchi, je voulais dans un premier lieu faire un livre plutôt transversal, parler des seconds rôles, comme je vous en parle maintenant, de façon transversale, peut-être film par film. Et puis, comme il y a des acteurs qui ont joué dans plusieurs films, c'était compliqué. Donc, je me suis dit, le mieux est de partir des acteurs. J'ai pris un angle un peu encyclopédique
mais c'est pas du tout un dictionnaire où quand vous ouvrez la page, par exemple, à Brasseur Claude, vous avez la biographie de Claude Brasseur, et voilà, et c'est tout. Là, moi, c'est vraiment, je prends un acteur. D'abord, je l'ai fait film par, ma recherche, je l'ai faite film par film, et je suis allé dans les archives de la Cinémathèque, et c'est merveilleux parce que Truffaut a cédé, d'abord la famille de François Truffaut a cédé ses archives après sa mort, une quinzaine d'années après sa mort, à la Cinémathèque, et il y a 400 boîtes d'archives. Donc c'est extraordinaire, il y a tous les scénarios, toutes les évolutions des scénarios, toutes les versions du scénario, il y a toutes les correspondances avec les comédiens, donc c'est une mine d'or. Et donc j'ai fait ça film par film, et je me suis dit, quels sont les rôles intéressants film par film. Par exemple, pour les 400 coups, il y avait, évidemment, il y a un rôle qui ressort, qui est fabuleux, c'est celui d'Antoine Doinel, joué par Jean-Pierre Léaud. Il y a déjà des seconds rôles intéressants, puisqu'il y a un acteur qui s'appelle Patrick Auffet qui jouait l'alter ego d'Antoine Doinel. Il y a des acteurs de théâtre très connus qu'il avait recrutés, mais qui n'étaient pas très connus au cinéma, comme Claire Maurier, Albert Rémy. Il y a Jeanne Moreau qui apparaît pour 30 secondes, quand même, c'est quand même assez extraordinaire. Elle était déjà très connue, mais il la prend pour 30 secondes, donc c'est le début d'une histoire avec Jeanne Moreau. Donc j'ai fait ça film par film, et puis après j'ai fait un classement alphabétique, et comme certains ont fait plusieurs rôles, je pense à Daniel Secaldi qui est dans plusieurs films, par exemple, Michel Bouquet qui est dans plusieurs films aussi, eh bien ça m'a permis de développer à la fois un peu des éléments biographiques sur l'acteur, mais surtout sur les différents rôles, le rôle ou les différents rôles qu'ils ont joués dans les films de Truffaut, et puis sur l'intérêt du rôle dans l'histoire. Et l'intérêt du rôle aussi, c'est un point sur lequel je me suis beaucoup attardé, c'est l'identification du réalisateur, de l'homme François Truffaut, avec certains de ses personnages. C'est ce qu'il dit. Il dit, en fait, je ne m'identifie pas forcément à un personnage, mais il y a de moi partout, voire même dans des personnages féminins. Alors, classiquement, on dit toujours que, c'est vrai, que François Truffaut s'identifie à Jean-Pierre Léaud et Antoine Doinel, qu'il s'identifie à Charles Denner dans L'homme qui aimait les femmes. Mais en fait, lui dit, oui, peut-être je peux m'identifier à des personnages principaux, mais plus sûrement à des personnages secondaires, voire à des personnages secondaires féminins. Et donc, j'ai essayé, parce que cette phrase m'a quand même un peu interpellé, j'ai essayé de retrouver des mini-Truffaut, en fait, dans plein de films. Alors, peut-être que j'exagère, mais je vois Truffaut un peu partout, moi, dans tous les personnages. Et alors, je le documente quand même. Hein. Donc, ça peut être une identification par des éléments autobiographiques qu'on peut retrouver dans des personnages ou dans des répliques des personnages. Ça peut être aussi des concepts en fait développés par des personnages. Je pense en particulier à Jean-François Stévenin qui joue le rôle d'un instituteur dans L'Argent de poche et qui fait une grande déclaration sur les droits de l'enfant. C'était un sujet qui intéressait beaucoup Truffaut. Donc là, il y a vraiment l'acteur est le porte-voix du cinéaste en fait. Et ça à plusieurs reprises. Et il y a des films, par exemple, je parle de L'Argent de poche. En fait, je pense que Truffaut, qui est un film avec une vingtaine d'enfants qui ont des rôles, 80 qui font de la figuration, il y a 4 ou 5 personnages avec lesquels il y a des identifications de Truffaut avec les personnages. C'est assez amusant. Alors, prenons 2-3 portraits comme ça. Oui, merci. Avec plaisir. Ne veut pas dire que je les aime tous, moi. Donc, voilà, et je ne dis pas que ce sont des portraits que je trouve plus intéressants que d'autres, pas du tout. Par exemple, Jean-Claude Brialy, quand on connaît un petit peu l'histoire des cahiers du cinéma et le rapport avec Jean-Claude Brialy, on est très étonné effectivement que cet acteur n'ait pas eu de premier véritable rôle dans la filmographie de truffaldienne, et c'est ce que vous dites d'ailleurs, et voilà, parlons un peu de Jean-Claude Brialy. Moi, ça me fait de la peine, enfin, ça m'a presque fait de la peine parce que j'adore cet acteur. Je l'ai toujours aimé et il est absolument fabuleux dans effectivement tous les films de la nouvelle vague, hein, de ceux de Chabrol. Et
Et c'est vrai que c'était en plus, il était très ami. Il a entretenu une correspondance avec François Truffaut jusqu'à la fin des jours de François Truffaut. Chaque fois qu'il était sur un tournage, il envoyait un petit mot, une petite carte postale à François Truffaut. Tout ça est gardé dans les archives. Chaque fois que François commençait un film, il lui envoyait un télégramme pour l'encourager. Mais il a joué que dans 2 films de Truffaut et dans des seconds rôles. Et c'est un peu regrettable, mais en même temps, ces rôles sont très beaux. Il joue dans La mariée était en noir. Et en particulier, j'aime beaucoup son rôle dans La mariée était en noir. Et puis, il a un petit rôle aussi dans Les 400 coups et un petit rôle aussi dans un tout premier film qui est un court-métrage qui a été fait à moitié par Truffaut et par Godard, qui s'appelle Histoire d'eau. Donc, c'est un peu un regret. Et puis, il a voulu le faire tourner dans Le Dernier Métro, ça faut le savoir. Il a voulu le faire tourner dans Le Dernier Métro. Et il se trouve que c'est vrai que Jean-Pierre espérait avoir un rôle important. Et c'était le rôle du metteur en scène par intérim, en fait, par procuration, qui est joué par Jean Poiret. Et en fait, Brialy n'était pas libre parce qu'il jouait exactement au même moment dans La Banquière, le film avec Romy Schneider. Donc voilà, ça n'a pas pu se faire, c'est vraiment un grand regret, mais ils sont toujours restés amis, ils s'aimaient beaucoup, et bon, voilà. Donc je veux rendre hommage à Jean-Claude Brialy aussi dans ce livre. Bah oui, il y a ça. Puis il y en a un autre aussi, et ça, c'est vraiment si on connaît bien, mais ça, il n'y a pas de souci vous concernant, c'est Jean-Louis Richard. Alors, Jean-Louis Richard, ça, il faut vraiment expliquer. Oui, alors Jean-Louis Richard, c'est tout à fait merveilleux, parce que Jean-Louis Richard, François Truffaut l'a connu parce qu'il était le mari, ça n'a pas duré très longtemps, de Jeanne Moreau. Et donc, par Jean-Louis Richard, il a connu Jeanne Moreau, et ils ont passé des vacances ensemble au début des années 60 avec Jeanne Moreau et Serge Rezvani, dont on parle aussi dans le livre. Et ils sont devenus très amis, avec beaucoup d'admiration. Et Jean-Louis Richard a surtout été le co-scénariste de François Truffaut dans de nombreux films. Dès qu'il y avait une difficulté, dans ses premiers films en particulier, il appelait Jean-Louis Richard. Il s'enfermait dans une chambre, dans un hôtel. Alors, par exemple, à l'hôtel Martinez, mais il fermait les volets pour pas voir la mer parce qu'il voulait pas être distrait. Et ils ont fait le scénario à la fois de La peau douce et de Fahrenheit 451, et ensemble. Et donc, et ça c'est un peu la théorie, c'est que Truffaut adorait faire jouer ses collaborateurs. Et donc, Jean-Louis Richard joue dans plusieurs films, jusqu'au bout d'ailleurs, de François Truffaut. Il joue, et souvent d'ailleurs, des rôles pas sympathiques, parce que comme c'était son copain, il trouvait pas il avait du mal à demander, c'était quelqu'un d'assez timide, Truffaut. Il avait du mal à demander à des grands acteurs ou de jouer des rôles antipathiques. Et il joue le rôle d'un satyre, aujourd'hui on dirait un agresseur de femmes dans la rue, et dans La peau douce. Et puis, on le retrouve après dans d'autres films, jusqu'au Dernier Métro, où joue très très bien, d'ailleurs, il est magistral, où joue au rôle de l'horrible collaborateur du journal Je suis partout, qui en fait, essaye de récupérer le théâtre dans lequel joue Catherine Deneuve, qui est la directrice du théâtre, mais en fait, dont il est sans doute amoureux, et il essaye de récupérer le théâtre, et en même temps, comme il est profondément antisémite, il dénigre la pièce et il dénigre le réalisateur qui est caché dans la cave, qui est juif et qui est joué par Anne Danette. Et on retrouve encore Jean-Louis Richard dans le dernier film de Truffaut, qui est Vivement Dimanche, où il joue une espèce de macro, de boîte de nuit. Enfin, il avait toujours des rôles horribles, mais il avait un physique en plus assez imposant, et moi je l'aime beaucoup, et c'est savoureux de le retrouver dans les films. Et il était extrêmement triste, vraiment, à la disparition de Truffaut. Ils se sont toujours vouvoyés. Et voilà, c'est quelqu'un qui a été très attristé par la disparition de François Truffaut. Et il se fait sévèrement corriger dans Le Dernier Métro, quand même. Il se fait sévèrement, c'est basé sur une histoire vraie, de Jean Marais qui s'était battu à la sortie d'un théâtre avec un crime. Non, il s'était pas battu, hein.
Il lui a foutu le poing sur la gueule, quoi. Voilà. Je veux dire, voilà, lui, en fait, il n'y a pas eu de bagarre, en fait. C'est ce que dit Jean Marais. Oui, c'est exactement ce qu'il avait dit, que Cocteau faisait un théâtre efféminé ou je ne sais pas quoi. Et voilà. Et donc, c'était, voilà, c'est basé sur une histoire vraie. Et d'ailleurs, Jean Marais a écrit une très belle lettre après à Truffaut pour lui dire combien il était vraiment touché par cette scène et ce film. On avait parlé un peu de Jean Dasté ou de Paulette Dubost. Une dernière personne, et c'est marrant parce qu'elle est plutôt habituée à des premiers rôles, mais quand même, vous en parlez, donc j'aimerais bien c'est Jeanne Moreau. Oui. Bah, Jeanne Moreau, c'est sa plus grande amie. Hein. Faut savoir que Jeanne Moreau, elle est enterrée à quelques mètres de François Truffaut. Elle a souhaité être enterrée à quelques mètres de François Truffaut au cimetière de Montmartre. Donc, c'est une amitié qui a duré toute la vie quasiment, en tous les cas, professionnelle de François Truffaut. Une amitié amoureuse, bien sûr. Et Truffaut avait été fasciné par... elle avait quelques années de plus que lui, je crois. Mais elle avait déjà une carrière au théâtre très importante lorsqu'il a commencé à faire du cinéma. Et il ne savait pas trop comment l'aborder, parce qu'elle était déjà impressionnante par sa notoriété. Il avait peur des vedettes, hein, c'est assez classique, j'en parle dans l'avant-propos. Et en fait, c'est l'ami Jean-Claude Brialy, justement, qui a servi d'intermédiaire, puisque Jean-Claude Brialy était le filleul de cinéma et de théâtre de Jeanne Moreau. À l'époque, dans la profession, il y avait des marraines de théâtre, des marraines de cinéma. Et donc, Jeanne Moreau était la marraine de Jean-Claude Brialy. Et donc, Truffaut, qui est un peu opportuniste, finalement, s'est servi de son ami Jean-Claude Brialy pour entrer en contact avec Jeanne Moreau et pour lui demander si elle voulait jouer un petit rôle dans Les 400 coups, qui était le film il avait juste fait des courts-métrages avant, jamais de long-métrage, donc il n'était pas très connu. Il était connu comme critique. Et donc, Jeanne Moreau a accepté. Elle joue 30 secondes. Elle est très belle. Voilà, c'est une scène très courte, mais c'était le début d'une très belle amitié. Et au cours du tournage de film, il lui remet en fait le livre d'Henri Pierre Rocher, Jules et Jim, et dit voilà, j'aimerais faire un film adapté de ce beau livre d'Henri Pierre Rocher, et j'aimerais que vous soyez Catherine. Voilà. Et donc elle découvre pendant le tournage et après le film. Enfin, le livre et le projet de film, elle est évidemment séduite et elle fait un des plus beaux films de Truffaut, et d'ailleurs un des plus beaux films aussi de sa carrière, qui est Jules et Jim. Voilà, donc je tenais, alors les gens ne comprennent pas, ils disent mais je ne me souviens même pas qu'elle joue dans Les 400 coups, et voilà. Et si je me souviens bien, elle se fait embêter par Douanel et son pote. Et voilà, c'est Brialy qui leur dit. Brialy qui joue un dragueur qui lui court après, elle a un petit chien, donc dans le scénario on appelle ça la dame au petit chien. Et voilà, son petit chien sort et Douanel veut essayer de récupérer le chien. Brialy dit va-t'en. Évidemment, il veut lui séduire cette belle femme. Et voilà, donc c'est une scène extrêmement courte, mais voilà, historique. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à un autre cinéaste, un autre film. C'est Godard dans Une femme est une femme, avec le caméo de Jeanne Moreau. Je ne sais pas si vous en souvenez, pardon. Non, je ne m'en souviens pas, mais elle est dans un. En fait, Belmondo est dans un bar, est en train de parler au téléphone avec Anna Karina. Quand Belmondo raccroche, on voit qu'il y a un plan large et on voit Jeanne Moreau à côté de Belmondo. Et Belmondo regarde Jeanne Moreau et lui dit alors comment ça va avec Jules et Jim? Et Jeanne Moreau répond oui, maintenant je m'en souviens. Ouais. Maintenant que vous me le dites, oui, tout à fait. Ah, oui, mais de toute façon, les caméos, c'est des petites cerises sur le gâteau qu'il y a dans les films. Et d'ailleurs, François Truffaut, j'en parle d'ailleurs, lui-même a fait des caméos dans ses propres films. C'est-à-dire que dans Les 400 coups, il apparaît, c'est un caméo extrêmement important dans Adèle avec Isabelle Adjani, et lui-même faisait des petits caméos. Puis c'est leur amour pour Hitchcock aussi. Voilà, ils aimaient faire des. Ouais. Moi, j'aime bien celui de L'homme qui aimait les femmes, où il salue dès le début du film Charles Deller. Ah oui, et puis c'est presque prémonitoire. C'est presque prémonitoire, exactement. C'est très beau, oui, absolument. Oui, exactement. Armand Hénon, François Truffaut, La passion des seconds rôles, son portrait d'acteur et d'actrice, édité chez Leitmotiv. Voici, voilà. Et dans le lien, une belle photo de Robert Doisneau avec Marie Dubois qui est dans ce livre. Exactement. Voilà, avec une préface de
une préface de Serge Toubiana. Et dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page dédiée du livre, sur le site des éditions Leitmotiv. Voilà. Merci beaucoup Armand, c'était un plaisir. Et à l'an prochain. Et puis, certainement, on fait comme ça. Merci à vous. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3